Libre penseuse, libre penseur, bonsoir. J'espère que vous allez bien en ce vendredi. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Bric-à-brac d'idées. Ce soir, nous sommes tout seuls et je vous rappelle que vous avez la possibilité de venir interagir, soit dans les commentaires, soit directement en vous connectant au live et je vous accueillerai avec un grand plaisir. Commençons par les actualités d'Océan de Coach à venir. Je suis extrêmement heureux et très heureux même, très, très content de vous annoncer, vous l'avez déjà remarqué peut-être pour ceux qui sont déjà abonnés, Philippe Mérieux, va venir la semaine prochaine, le 19 à 16 heures, pour un bric-à-brac d'idées, une rencontre humaine imprévisible et j'ai hâte de pouvoir discuter, échanger et voir de ce qu'il en ressortira de cet échange, de cette rencontre. Je rappelle également que c'est grâce à lui, en partie, que j'ai pu réaliser de nombreuses avancées dans ma pratique de coach, que j'ai pu trouver des références solides, des repères pédagogiques, des, heu, suite à une formation catastrophique, et je suis extrêmement heureux de pouvoir rencontrer quelqu'un qui a participé à mon évolution, à quelque part heu a provoqué une transformation et m'a permis aujourd'hui de pouvoir, bah, tout ce que vous voyez sur la chaîne de Séance de Coach est en partie grâce à lui et pas que lui, l'ensemble des pédagogues qui ont des siècles et des années, ont fait avancer le savoir, ont participé au savoir et ont permis à d'autres personnes comme moi de pouvoir, y accéder et pouvoir prolonger cette forme de savoir. Ce soir, j'aimerais vous partager quelque chose, qui est très important, c'est qu'est-ce qu'un processus de recherche scientifique? Et finalement, en me documentant, me renseignant, je me suis aperçu que j'ai utilisé ce processus de recherche scientifique moi-même en faisant ma définition du coaching qui se retrouve sur notre site internet, et en fait, les étapes, je vais vous les partager et cela va vous permettre de comprendre que potentiellement, nous sommes tous en mesure, nous sommes tous en possibilité, en capacité de faire de la recherche et vous allez voir que de la recherche, ce n'est pas forcément, hem, quelque chose qui nécessite d'avoir des diplômes, d'avoir fait des études, non, parce que ça s'apprend. La recherche, vous pouvez contribuer à votre niveau avec votre savoir et là où d'autres personnes vont vous questionner, vont vous challenger, c'est non pas sur votre savoir lui-même, mais c'est sur la manière dont vous vous y êtes pris pour pouvoir donner vos éléments et vos arguments et c'est cet échange-là qui va vous permettre de construire, d'améliorer votre résultat de recherche, votre objet de recherche et petit à petit, vous ouvrir de nouvelles opportunités et même aux autres, qui sait? La première étape pour définir qu'est-ce qu'un processus de recherche scientifique, c'est de vous parler de la source. Où est-ce que j'ai trouvé cette définition, ces éléments? Eh bien, je me réfère à un professeur. Je vais vous donner son nom. Il s'appelle le professeur s'appelle Dany Barriarjon. Je ne sais pas comment on prononce, mais c'est B-A-I 2 L-A-R-G-E-O-N. C'est lui qui a posé les fondements, qu'est-ce qu'une, recherche scientifique, un processus de recherche scientifique et a donné les étapes. Ici, je vais vous les énumérer et ensuite on détaillera et on fera un rapprochement avec moi, ma démarche de définition du coaching. Et on verra que c'est super intéressant parce que on y comprend une façon de faire, on y comprend, où est-ce qu'on va être challengé, quelle est l'exigence, la rigueur, la précision qu'on doit avoir pour pouvoir partager sa définition, pour pouvoir la confronter aux autres et la nécessité d'ailleurs de le confronter aux autres pour éviter ou du moins minimiser l'impact des biais, cognitifs sur le travail de recherche, sur l'objet en lui-même, le résultat. D'abord, qu'est-ce qu'un processus de découverte scientifique?
Le premier point, c'est que c'est un état stable dans un système donné. Ça veut dire, déjà ici, on comprend bien que c'est dans un contexte. On va délimiter un contexte et on va pouvoir, se dire, bah, finalement, il existe des milliers de contextes et c'est là où la science a beaucoup plus d'incertitudes que de certitudes puisque elle avance à petits pas, elle avance en regardant dans une certaine, comment dire? Dans un certain périmètre. Pour justement parce que sinon la complexité est telle qu'on ne pourrait pas, l'appréhender immédiatement. On est obligé de commencer par des éléments et c'est un ensemble des éléments qui vont donner une certaine production de savoir, un certain objet de savoir et qui va permettre petit à petit d'augmenter, d'améliorer l'identité du monde. L'identité et le réel que nous partageons tous. Finalement. La deuxième point, c'est que quand vous avez observé dans un contexte bien précis, eh bien, vous allez voir qu'il y a un changement, une variation. Et cette variation ou cette perturbation, comme il le dit, elle peut être provoquée par plusieurs choses. Notamment, vous avez remarqué un effet, un comportement qui se produit dans telle condition. Et là, tout d'un coup, ce que vous saviez, que ce soit d'un point de vue, intellectuel, un point de vue croyance, et bien ou même empirique, vous l'avez fait plusieurs fois, ça se passe toujours de la même façon et tout d'un coup ça change. Ou même vous avez une intuition qui vous dit: «Mais ah, je vois plus la même chose, je vois plus ce phénomène-là de la même manière» et là, c'est là où il y a un changement qui vient et qui finalement vous provoque, hem une envie, une curiosité, ça va vous pousser vers un engagement d'aller chercher la raison. Pourquoi? Pourquoi ça ne qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce qui s'est passé pour que cela change? Comment on va expliquer cette différenciation, ce changement de qu'on avait avant et maintenant? Que ce soit d'un point de vue épistémologique, empirique ou ontologique. Et il y a, et ensuite, le troisième point, c'est une fois que vous avez fait ça, c'est là où quand vous avez cette envie, cet engagement, vous allez mettre en œuvre des méthodes, vous allez faire des efforts pour pouvoir que ce soit des efforts méthodologiques, analytiques ou réflexifs, pour essayer de comprendre, expliquer ce changement, cette, perturbation et cette variation et d'essayer de trouver un sens à cela. C'est ici que se jouent beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que dans vos méthodologies, dans vos analyses, vos réflexions, c'est ici qu'on va, quand vous allez partager, on va regarder en priorité, est-ce que vous n'avez pas fait de biais? Quelle était votre méthode? Votre méthode, elle est-elle, efficace? Elle est-elle, déjà été utilisée? Quelles sont ses limites? Quels sont ses avantages? À quoi doit-on être vigilant? Heu vous voyez, il y a un ensemble de questions où on va, challenger la méthode et ensuite pour vérifier qu'on on a bien défini les paramètres, on a bien fini le contexte, on peut reproduire cette expérience ou ce phénomène ailleurs, avec des personnes différentes, dans le même contexte, le même cadre et cetera. Ensuite, à la suite de cela, vous allez avoir un objet, un résultat et parfois, ce résultat est un échec. Vous n'avez pas réussi à expliquer, vous n'avez pas compris pourquoi cela fonctionne ainsi et en science, même si c'est un échec, c'est une avancée. Et vous avez mis en place des choses, vous avez essayé de mettre en œuvre des choses et vous avez, quelque part montré que cette voie-là n'est pas efficace et d'autres qui voudront s'essayer vont peut-être voir vos travaux et vont se dire: «Ben, ici, il a essayé, on a vérifié», ils vérifient ce que vous avez fait et là, ils disent, bah, ils vont emprunter peut-être un autre chemin ou peut-être même qui cela va inspirer quelqu'un d'autre suite à cet échec. Vous voyez? Et généralement, on avance comme ça et cet objet de savoir, cette production, cet objet de recherche. Ensuite, bien le dernier point, c'est qu'il ouvre des perspectives, il ouvre des opportunités. C'est le dernier point, c'est qu'il vous apporte,
une ouverture, rendue possible grâce à cela. Ça peut être, testé dans un autre contexte, ça peut être, l'utiliser dans un autre cadre, ça peut être une réponse à une problématique, ça peut être une solution, finalement quand on y pense et qui peut résoudre des problématiques et même ça peut aider d'autres personnes de se dire: «Ah ben ça, tu as travaillé là-dessus, tu as travaillé dans tel cadre, eh bien ça serait intéressant de» et là on ouvre et on élargit encore plus le domaine de la recherche et tout ça, c'est super intéressant de le savoir parce que, finalement quand on recherche qu'est-ce qu'un processus de découverte scientifique sur internet, on a rarement cette qualité-là et je tiens à rappeler la source, c'est de monsieur, Dany Barriarjon que vous pouvez retrouver, assez facilement sur YouTube ou même, sur internet et ensuite, il y a quelque chose qui a été très intéressant dont je voulais vous faire part, c'est pourquoi les scientifiques finalement, ils font, de la vulgarisation? Pourquoi font-ils cela? Pourquoi ces chercheurs, ces professeurs, ces scientifiques, ces chercheurs font de la vulgarisation? Peut-être commençons par le définir et ici je me réfère toujours à ce professeur, Dany Baillargeon, qui nous dit que la vulgarisation, c'est la communication publique de contenus scientifiques et que cela suppose de rendre accessibles des connaissances spécialisées à un public non spécialiste. Et la source, c'est de Fayard et Abor Leda, 2003, page 21. Et là, on comprend bien que c'est moi, comment je me l'évoque, ce sont des gens qui ont passé du temps, qui ont fait des recherches, qui sont allés plus loin dans un domaine, que les personnes de la vie du public et qui ont du vocabulaire, qui ont appris des concepts, des idées, qui ont des évocations, sur un domaine et là, la question, parfois, c'est des choses assez complexes qui nécessitent un ensemble de connaissances pour pouvoir appréhender, pour pouvoir concevoir conceptualiser cette idée, cet objet de recherche et là, ils doivent fait un transfert entre cette complexité, cette immensité de savoir qui est là, qu'ils ont accumulé et le convertir en un langage, en des paroles, en des mots qui soient compréhensibles et qui permettent à quelqu'un qui n'a pas ce bagage technique, qui n'a pas ces ressources, qui n'a pas le savoir que le chercheur a accumulé, de pouvoir avoir une compréhension, d'avoir une conception de ce que la personne lui parle. Et pour ce faire, souvent, ce qui était intéressant, c'est qu'on va utiliser le storytelling. Et pourquoi? Parce que ce professeur nous explique que finalement, les étapes de la recherche scientifique et les étapes du récit, elles correspondent. Et maintenant, on va aller ensemble, oui, là j'ai défini qu'est-ce que la vulgarisation, c'est de rendre accessibles des connaissances spécialisées à des non spécialistes. D'ailleurs, vous qui me regardez, est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous l'avez déjà entendu cette phrase-là? Est-ce que vous aviez déjà, compris ce qu'était quoi vulgariser finalement? Et c'est intéressant. Et maintenant, quand on sait de quoi on parle, de la vulgarisation, que je vous l'ai définie, on va poser la question il pose la question suivante: «Dans quel but rendre accessible la science?» Quel est le but de vulgariser cette science-là? Eh bien, il dit quelque chose de très intéressant. C'est de partager, de sorte à partager un monde commun, à maintenir la capacité pour tous et pour chacun de voir à travers la diversité de points de vue, l'identité commune du monde. Source Chevalier 2004, page 173. En fait, c'est super intéressant de se dire ça. C'est-à-dire que déjà ici, ce professeur reconnaît tout de suite, il le dit, que la réalité du monde, l'identité commune du monde est plurielle.
c'est un ensemble de points de vue et de partager ces connaissances scientifiques permet à tous de pouvoir prendre conscience de cette richesse de l'identité commune du monde. Qu'il n'existe pas une vérité absolue, mais plutôt il y existe un ensemble de points de vue et dont plus ou moins validés par certaines personnes par rapport à leur modèle de validation, que d'autres ne peuvent être en désaccord, mais c'est cette richesse de point de vue, cette richesse de définition qui font la réalité du monde. Et bien entendu, dans tout cela, ça ne veut pas dire que tous les points de vue se valent. Non, pas du tout. On a bien, en science, nous avons bien des moyens de pouvoir discriminer, une explication, rationnelle, logique, une explication plausible, qui reflète une vérité à un instant T, à une explication fumeuse, issue d'une croyance non validée avec les outils que nous avons à disposition. Par exemple, une que Karl Popper, pour ceux qui connaissent, ont amené ce principe de falsifiabilité qui permet de justement rapidement de se dire que si on ne peut pas trouver un cas, on ne peut pas imaginer un cas pour contredire notre hypothèse, alors cela ne pourrait peut-être pas être prouvé scientifiquement. Ici, la question n'est pas, est-ce que c'est un problème ou pas? Mais la question c'est ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que si on part du principe que ce n'est pas important, quel est l'impact de cela? Qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela engage? Ça voudrait dire quoi? De pouvoir partir sur des idées sur lequel on ne peut pas prouver, ou on ne peut pas prouver, qu'on ne peut pas imaginer un cas qui pourrait rendre notre hypothèse fausse. Eh bien, je vais vous prendre un exemple. Si on part du principe de, hem, je vais réfléchir pour prendre un bon exemple en coaching. Si moi, en coaching, je m'étais arrêté sur la définition des fédérations et que je n'avais pas été en mesure ou même en capacité de pouvoir remettre en question cette définition qui est reconnue pour un certain nombre, pour un certain nombre de professionnels de l'accompagnement, un certain nombre de coachs, professionnels, heu et dont, heu, une énorme majorité y adhèrent et et se reconnaissent dans cette définition. Bien, moi, en appliquant justement ce processus heu, de recherche scientifique, je me suis aperçu qu'au début, étant un étudiant, étant un novice dans ce métier, Heu, j'ai cru à ce qu'on me disait, c'est-à-dire je suis à ce qu'on me dit parce que pourquoi pour quelle raison? Parce que cela est reconnu, on a des éléments en termes d'épistémologie, on a des éléments qui m'ont fait dire que c'est quelque chose reconnu par l'État. Il y a un titre RNCP, qu'il y a un travail rigoureux parce qu'il faut monter un dossier. Il y a des éléments qui renforcent cette croyance, c'est une croyance que c'est une formation de qualité, qu'elle est, donnée par des professionnels expérimentés, avec des certifications, avec des années d'expérience, qui sont eux-mêmes, coachés, qui sont mentorés, qui sont pour la plupart, qui travaillent déjà et qui ont une expérience. Mais ça, c'est sur le papier. Après, vous avez la vraie vie. Vous avez quand vous allez en formation et vous voyez leurs compétences dérouler en formation. Vous voyez ce qu'ils ont appris et comment ils l'ont appris parce ils répètent comment ils ont appris le coaching. Et c'est là où on s'aperçoit des dangers parce que ces professionnels n'y connaissent pas grand-chose finalement. Et moi, vous allez dire, je suis assez critique. Oui, parce que dans ma formation, dans lequel j'ai vécu,
ces professionnels, c'était des personnes, qui n'avaient du moins aucun bagage, scientifique, solide. Ils se reposaient sur la PNL, sur l'analyse transactionnelle, sur sur Robert Diez, sur c'est des personnes qui, fi qui sont quand on ne s'y connaît pas, on pourrait dire ce sont des références, ce sont des personnes qui ont participé à créer la PNL, à faire avancer la PNL, et cetera. Mais quand on va aller plus loin que ça et quand on va croiser les sources, c'est là où on se rend compte des limites des modèles et qu'on s'aperçoit, par exemple, comme par hasard, que la PNL, l'analyse transactionnelle, s'est pointée du doigt par la Miviludes. Il y a une autre technique que j'ai oublié le nom, je vais essayer de trouver parce que c'est intéressant, c'est la spirale dynamique. Quel ramassis de conneries. Moi, je vous le dis, quel ramassis de conneries. La spirale dynamique, quand on voit en formation, c'est là je parle dans mon contexte à moi, dans mon expérience personnelle. Si vous avez d'autres contextes, vous êtes coach, vous voulez en débattre, venez parce que j'ai fait mes petites recherches et j'ai compris pourquoi, quelles sont les limites et en quoi c'est dangereux ce qui est proposé dans ces cadres de formation. Et même, je vais vous dire, j'ai pu rencontrer quelqu'un, une formatrice, je crois que je l'ai déjà dit, qui justement permet, enfin, organise une formation reconnue également et qui est dans un cadre universitaire et qui est donnée et quel choc de voir qu'il n'y a aucune différence en ce que j'ai moi vécu en formation, en termes de bagages, en termes d'outils, de techniques et ce qui était promu par cette personne et qui était une chercheuse, finalement. Et quand j'ai vu ça, j'étais outré, j'étais choqué, mais peut-être parce qu'avant, je ne savais pas les sciences de l'éducation. Mais j'avais déjà l'intuition que ça ne collait pas. Comment? Je vais vous expliquer. En fait, et là, on va reprendre les étapes du processus, de recherche scientifique, c'est-à-dire on m'a donné une définition et là, on est dans un état stable, c'est-à-dire on est dans un système bien cadré, on est dans le contexte de coaching et là, vous avez une définition qui est reconnue par un ensemble de professionnels, qui a été créée par un ensemble de professionnels, qui se sont mis autour de la table, qui ont désigné des compétences clés, pour reconnaître, ce métier et cette profession et pouvoir, à ce que des personnes fassent leur métier et pouvoir discriminer, quelqu'un qui fait du coaching, on va dire à sa manière et quelqu'un qui utilise un cadre spécifique avec une déontologie. Tout cela, c'est des mots. C'est des mots, c'est beau. Plus on en parle et moins on l'applique, ces choses-là. C'est ça c'est ça que moi j'ai retenu. Ça me fait rire, mais c'est dommage parce que ça a un impact réel pour les coachs. Savez-vous d'ailleurs que Damien Carbonic l'a répété récemment dans un live, j'ai bien aimé, heu, plus de 80 voire plus, ne vivent pas de leur activité de coaching et cela, ça serait intéressant de se poser la question: «Pourquoi?» Moi, j'ai quelques hypothèses. Dès le moment où on ne sait pas définir le coaching et qu'on ne sait pas qu'est-ce que le coaching, quelles sont ses limites, quels sont ses avantages et ses inconvénients, alors c'est normal que quand quelqu'un se forme en coaching, il arrive sur le marché, il ne sait pas quoi vendre parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il peut pas faire. Et souvent, j'ai vu des professionnels sur LinkedIn dénoncer des jeunes coachs qui débutent, qui commencent à là, c'est vraiment montrer son incompétence, son ignorance. C'est critiquer ces jeunes coachs qui disent que le coaching, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Bien, c'est normal, parce que ça fait partie de l'apprentissage. Chaque coach est dans son processus d'apprentissage et il alimente son savoir encyclopédique, d'ailleurs, qu'on pourrait employer. On a tous ce savoir encyclopédique. On a tous un ensemble de connaissances qu'on a appris, qui est là et qu'on utilise, qu'on pioche dedans pour répondre et j'aime bien comment Damien a mis ces mots-là et d'ailleurs ça m'a nourri moi-même dans ma pratique pour mettre des mots là-dessus.
c'est on bricole, c'est-à-dire on utilise ce qu'on sait et ce qu'on a comme représentation pour pouvoir répondre à des problématiques, répondre à des besoins qui sont présents, à des obstacles, à des contraintes qui sont sur lesquelles nous n'avons parfois pas la main, nous n'avons pas le contrôle et dont nous devons avoir une forme d'acceptation et parfois ça, c'est difficile et dans cette difficulté, il faut bien que nous trouvons un sens pour pouvoir continuer. Et c'est dans ces périodes-là que nous pouvons être vulnérables, où nous pouvons être, avoir cette tendance à croire à des choses parce que on traverse un moment difficile. Et c'est là où, il y a des questions qui sont pertinentes à se poser. C'est, par exemple, je vais vous en donner une, c'est est-ce que je crois parce que ça me fait plaisir ou j'ai des bonnes raisons d'y croire? Et là, on peut commencer le questionnement. Quelles sont les raisons d'y croire? Quelles sont les raisons que j'ai pour me dire ce que cette méthode, cet outil ou cette personne me dit est bon pour moi et valide? Bien là, ce sont des questions peut-être un peu basiques au début, mais quand vous allez commencer à faire ce travail et que vous allez, mais d'ailleurs, beh, c'est ça la difficulté. C'est que parfois on n'a pas la force de se poser ces questions-là. Parfois on n'a pas cette, cette disponibilité pour avoir ce raisonnement, cette rationalité et c'est là l'importance de ne pas être seul. C'est là l'importance de multiplier les rencontres ou même, croiser les informations à droite, à gauche, heu, même quand vous êtes fatigué, appelez des numéros, qui sont disponibles, qui sont le 3114, qui sont, la police, les urgences ou bien votre médecin, votre psychologue si vous en avez un, votre psychiatre si vous en avez. Tout cela, ce sont des moyens qui sont là pour vous aider quand vous n'êtes pas suffisamment, stable, vous n'êtes pas suffisamment à l'aise ou que vous avez quelque chose qui vous pèse et que vous n'arrivez pas à gérer et peut-être que vous qui m'entendez ce soir ou qui regardera cette vidéo, ben pensez-y, si ça ne va pas, sollicitez de l'aide, mais pas n'importe quelle aide. Vérifiez l'aide à qui vous le faites parce que, et là on va parler d'un autre point qui me vient tout de suite. Heu, Connaissez-vous la CNV? J'en ai entendu parler, j'ai lu le livre, les mots sont des feux les le je vais les mots sont les mots sont des fenêtres ou bien ils sont des murs? C'est l'introduction à la communication non violente de Marshall Rosenberg. Dans cet ouvrage, il prend un exemple intéressant d'une femme qui reçoit du public et là, heu, il sous-entend que cet homme vient, l'agresse, l'agrippe, la plaque au sol et là, il sous-entend que cette femme a offert une écoute, a utilisé quelque part, la CNV pour pouvoir désamorcer, désengager la situation et la désescalader et là, c'est bien beau, mais ce qu'on ne dit pas et là, je vous parle de quelque chose qu'on ne retrouve souvent chez les dirigeants, chez les conférenciers, chez les personnes qui croient savoir pourquoi ils ont réussi et qu'ils ont créé une méthode. Eh bien, c'est le biais du survivant. Savez-vous combien de personnes se sont fait agripper et sont morts? Se sont fait agripper, se sont fait agresser, même s'ils ont osé poser des questions, même s'ils ont utilisé le besoin, l'écoute active? Savez-vous ça? Combien de personnes ont essayé et sont décédées ou même voire abîmées, déchirées, violentées? Il faut savoir mettre les choses à leur place. La CNV peut être bon dans le cadre personnel,
si vous voulez peut-être éviter d'attaquer les gens, de vous remettre en question et d'avoir du vocabulaire pour le faire, d'avoir une façon de vous y prendre. Mais attention, prenez garde aussi également à ne pas surinterpréter vos émotions, de peur à ne plus les vivre, à ne plus laisser la spontanéité de l'émotion ressurgir et d'être toujours en train d'analyser ce que vous avez besoin, ce que vous voulez dire et d'avoir une certaine forme de pression sociale et de finalement de ne plus accepter non seulement vos émotions à vous, vos désirs, vos besoins s'exprimer, mais en plus d'avoir une forme d'intolérance à ceux qui expriment de manière spontanée leurs émotions, leurs désirs. Et là, vous pouvez tomber dans du totalitarisme, dans la police des émotions. Et quand je dis ça, je pense au coaching. Je pense à cela, oui. Pourquoi? Parce que finalement, quand vous écoutez certaines personnes, qui vous parlent du coaching, ils vous adressent des méthodes toutes faites, ils vous adressent des façons de faire toutes faites. Si tu veux réussir, tu fais ci, tu fais ça, tu fais comme ça, tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça. Mais que nini! Non! La communication, c'est un domaine où on ne sait pas ce qui peut se passer. On peut bien essayer de mettre en œuvre des méthodes, des outils, des approches pour augmenter ses chances de réussite, un dialogue se fasse, mais vous qui utilisez la CNV, pensez donc que l'autre en face, ses intentions ne sont pas les mêmes que le vôtre. Lui, il n'a pas à faire, de votre CNV. Il n'est pas là pour votre bien et peut-être qu'en face, il ne veut pas votre bien, il n'est pas là pour vous. Il n'a rien à carrer, à cirer de vous. Vous, vous êtes dans cette démarche, vous voulez, vous améliorer, vous voulez vous développer et vous allez essayer d'appliquer cette méthodologie pour améliorer votre communication, mais pas tous veulent ça et pas tous ont envie de ça et ça, il faut comprendre. Un des plus grandes choses qui est intéressante finalement, c'est de comprendre ça déjà. C'est qu'il y a une multiplicité de visions, d'outils et de méthodes et que vous choisissez en fonction de ce que vous voulez et ce que vous voulez obtenir. Mais pensez bien que l'autre n'a aucun compte à vous rendre, n'a aucune obligation à utiliser vos outils, ni même à entrer dans votre jeu, à entrer dans cette dynamique. Car pour qu'il y rentre, il faut qu'il y gagne quelque chose. Et si vous n'avez rien à offrir qui l'intéresse, alors à quoi bon? Penser à ça, c'est se rappeler que c'est la CNV, c'est une méthode d'ailleurs non scientifique qui n'est pas prouvable, qui n'a pas d'expérience ni de cadre qui permet de mesurer, l'efficacité et même, les concepts ne sont pas scientifiquement valides ni éprouvés. D'ailleurs, en sciences sociales, on comprend bien qu'il n'y a pas juste ce que vous désirez ni comment vous le faites. Il y a énormément d'autres paramètres qui rentrent en jeu, notamment l'autre, notamment la motivation, le désir des autres et cela, peu importe votre méthodologie, heu, s'il n'y a pas d'adéquation, alors il y a un rapport de force. Il y a automatiquement une certaine forme de rapport de force et ici, ce n'est pas juste une question de qui est le plus fort va gagner, mais c'est une question de circonstances, de timing et là, des fois, quelqu'un qui peut paraître faible va peut-être l'emporter dans le dialogue, ou vice versa. On ne sait pas, tout peut arriver et c'est ça, c'est cette forme d'incertitude qu'on retrouve dans les communications avec les autres. C'est ce qu'on retrouve dans le coaching. Quand je rencontre des personnes en live, ce sont des personnes que je ne connais pas, mais dont, grâce à mon savoir, à mon expertise, je peux amener à une forme de dialogue constructif, à une forme d'expression qui permet d'aller explorer des idées, des concepts et d'amener la personne à dire des choses qu'elle n'avait peut-être pas prévu de dire. Et c'est là tout le travail de quelque part d'un journaliste, d'aller récupérer une information. Après, tout est le loisir de vérifier cette information. Dans les bric-à-brac, l'information, elle est partagée. Après, c'est à vous, et je fais confiance à votre intelligence, de vérifier l'information également. C'est pour ça que j'appelle ce concept bric-à-brac d'idées, où, où les idées fusent, où la pensée résonne, parce que
on n'est pas ici pour émettre des vérités absolues, on est ici pour émettre des idées et parfois il y a des contradictions dans les idées qui sont émises et c'est justement cela qui est intéressant parce que cela crée des conflits socio-cognitifs et c'est ce que je recherche et ce que je fais dans le coaching. C'est-à-dire on va amener à partir d'un conflit socio-cognitif, c'est-à-dire à partir d'une contradiction par exemple, à partir de 2 idées qui s'opposent, amener l'autre à se dire: «Ah, ben ouais, finalement, qu'est-ce que cela veut dire? C'est je croyais ça et maintenant que j'entends ça, ça me fait dire, bah, est-ce que ça, c'est encore vrai ou pas?» Ça enclenche une forme de recherche. Ça remet dans un processus de recherche. C'est exactement ce que c'est que le coaching pour moi et d'ailleurs, maintenant qu'on va revenir, on a fait une petite digression, on va revenir à cette histoire de processus de recherche scientifique. Alors, vous voyez bien que finalement, il y avait la définition qui était donnée en formation. Moi, en appliquant cette définition au quotidien, en accompagnant des personnes, je me suis aperçu, il y a quelque chose qui ne va pas. Cette définition, elle est tellement large, elle m'a fait penser à l'effet Barnum. Elle est écrite certaine façon que tout le monde peut s'y reconnaître. Du coup, si tout le monde peut s'y reconnaître, ben, personne, finalement, elle sert à quoi? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. C'est pas assez précis. Et en science, on aime l'exactitude, on aime la rigueur, la précision. C'est ce que j'ai appris auprès de Philippe Mérieux. Cette recherche du mot juste, du mot qui va refléter l'idée parfaitement, qui va permettre de discriminer ce qui est de ce qui n'est pas, qui va permettre d'avoir cette justesse et de pouvoir dire exactement l'idée avec les bons mots. Et s'il n'en existe pas, d'inventer des nouveaux mots. Et oui, rappelons-nous, il y a énormément de mots qui existent dans la langue française pour décrire des phénomènes que on ne sait pas et qu'on redécouvre des fois. Et c'est là l'intérêt de lire et d'écrire. Je reviens là-dessus et je reviendrai souvent sur cette idée-là. Lire et écrire, c'est la base pour pouvoir mesurer, travailler, faire évoluer votre pensée et votre regard sur la réalité du monde. Que ce soit le monde intérieur, tout ce qui se passe en vous, mais aussi le monde projeté, tout ce que vous projetez sur le monde et en même temps la réalité du monde. Grâce à des échanges, du dialogue, parfois des personnes qui vous résistent, qui vous amènent des questions, qui vous amènent des contradictions. C'est là que vous remettez en cause et vous posez forcément la question, ben, est-ce qu'il n'a pas raison? Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que j'ai tort? Et ces questions sont essentielles pour pouvoir grandir. C'est essentiel. Ça, on va dire que c'est d'un point important dont je transmets dans mes accompagnements. Quand vous venez chez moi, quand on travaille ensemble, c'est notamment un des premiers principes que je fais découler dans mes approches. Pourquoi? Parce que c'est la base. Si on ne sait pas ça, on ne peut pas travailler ensemble, on ne peut pas avancer ensemble. Et ces idées permettent de vous dépasser, d'aller plus loin de ce que vous croyez possible, de vous remettre dans un processus de recherche. Alors finalement, revenons. Formation, définition. Sur le terrain, quelque chose ne va pas. Tout d'un coup, après la formation, je suis là, je me dis: «Qu'est-ce que je vais produire comme service?» Du coaching. Coaching sur quoi? Qu'est-ce que le coaching? Qu'est-ce que les coachings? Question extrêmement pertinente si on veut faire notre métier, mais question dont les réponses ne sont pas suffisamment précises pour que je puisse m'appuyer dessus avec la définition. Là, je regarde Mélanie et je me dis: «On est mal barré». On est mal barré, on a investi dans cette formation. Cette formation était une catastrophe et avait rien de bon, rien de bon. Les professionnels sont des incompétents et c'est pas leur faute. Eux-mêmes, ils ont rencontré des incompétents qui les ont formés et ils ont devenus incompétents et ils forment des personnes à devenir incompétents. C'est le cycle, c'est un peu ce que, si vous connaissez G. Milgram, ce sont des coachs qui coachent des coachs et finalement ils retirent les sous des coachs et ils recherchent des nouveaux coachs pour retirer les sous et celui qui gagne, c'est celui qui est en haut de la pyramide et qui est en haut de la pyramide, c'est le fondateur de l'école. C'est lui qui ramasse les sous et lui, bah,
même s'il est incompétent, il a su convaincre, il a su imposer une certaine forme d'autorité par son talent peut-être d'orateur ou je ne sais pas finalement. En réfléchissant, je me dis, en l'écoutant, je me rappelle de la personne, je me dis: «Il était vraiment, pour pas dire le mot nul, dire vraiment si je vais le dire, il était vraiment nul en coaching et je comprends pas comment il a su imposer sa vision et créer une école de coaching qui soit certifiée RNCP, qui soit reconnue et c'est pour moi, c'est de l'ordre, du charlatanisme, pour tout vous dire. Aujourd'hui, je dis ces mots sont forts, mais c'est ce que je crois et j'ai des bonnes raisons d'y croire et si vous, vous avez fait une école de formation, de coaching et que vous voulez venir discuter, dialoguer, bienvenue et vous verrez que peut-être, finalement, vous allez peut-être voir que ce que vous croyez n'est peut-être pas vrai et vous êtes peut-être fait endoctriner, vous êtes peut-être dans une forme de déni et que vous êtes dans des biais, par exemple des coups irrécupérables et vous n'osez pas peut-être apporter une critique et d'ailleurs, dès le moment où la critique n'est pas permise, alors méfiez-vous, c'est un point de vigilance à avoir. Si moi demain je ferme les commentaires par rapport à mes propos parce que je dis que je n'ai pas aimé et je critique et je dis incompétent et je dis pourquoi et que je ne laisse pas les commentaires ouverts pour pouvoir me contredire et apporter une réponse, alors ça voudrait dire que moi-même, je suis dans une forme d'autoritarisme, dans une forme de censure et que je suis dans mon petit monde, dans ma petite bulle et que je ne veux pas qu'on y rentre et qu'on me bouscule. Et c'est ça la vérité. Oh non, moi je suis ici, je vous le dis, en tant que professionnel du coaching aujourd'hui, en tant que professionnel de l'accompagnement, avec les connaissances que j'ai acquises, c'est mon droit et c'est mon devoir de vous en faire part, d'en faire part sur cette chaîne, de vous en parler puisque peut-être que vous vous êtes fait avoir aussi comme moi et que vous avez des choses à dire et ben venez, je pourrais peut-être vous proposer un cadre pour le faire et on pourrait travailler ensemble pour améliorer votre pratique et quelque part vous donner des repères dont moi j'ai construit aujourd'hui qui me permettent d'être beaucoup plus serein, d'être beaucoup plus à l'aise et qui sont dans les sciences de l'éducation pour rien ne cacher. Et d'ailleurs, vous retrouverez ma définition, vous retrouverez mes sources sur mon site internet océandecoach.fr. J'ai eu la chance, j'aimerais le rappeler, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer un grand nombre de coachs, que ce soit des hommes et des femmes euh, de tout âge. Eh bien, à chaque fois, ça a été la même désillusion. À chaque fois, j'ai rencontré des personnes qui avaient une définition du coaching qui ne le permettait pas de différencier la différence entre un psy et un coach, la différence entre un consultant et un coach. Quelle est la différence entre, quelle est la limite du coaching? Qu'est-ce que le coach fait et ne fait pas? Qu'est-ce qu'il a le droit et n'a pas le droit? En fait, les réponses étaient de par cœur, étaient floues, n'étaient pas claires. Parce que ce qui est délivré n'est pas clair et flou. Vous-même, faites l'exercice, allez essayer de définir le coaching. Regardez leur définition et comparez avec la mienne sur mon site. Et dites-moi, quelle est la plus claire? Quelle définition vous comprenez et vous avez une idée? Quels sont les axes sur lesquels le coaching se repose? Quelles sont ses limites? Quels sont ses avantages? Qu'est-ce qu'elle ne peut permet pas? Eh bien, vous allez être, très, très, très choqués. Peut-être que certains de mes amis professionnels de l'accompagnement seront contre et tant mieux et j'en ai lancé des bouteilles à la mer pour débattre du coaching, mais j'en ai trouvé aucun, j'en ai trouvé aucun, personne n'a osé jusqu'à présent venir. Parfois, dans certains commentaires LinkedIn, il y a certains qui ont essayé. Ils ont essayé. Mais ils se sont arrêtés rapidement et ils n'ont plus fait un débat sur les arguments et les idées. Ils ont fait des attaques ad nominem, ils ont montré leurs limites et c'est bien dommage parce que finalement, c'est une preuve de plus qui me conforte et qui me montre à quel point le coaching a une multitude d'identités, mais qu'il y a une explication pour cela.
et que quand on le sait, on peut essayer de promouvoir une certaine forme de coaching. En tout cas, moi, je veux faire la promotion de ma définition du coaching, en connaître, faire adhérer d'autres personnes, parce que c'est une façon d'aider ces personnes à pouvoir avancer dans leur pratique, à pouvoir trouver des sources qui sont excellents. Combien de coachs se posent des questions sur leur pratique? Comment je fais si, le client n'a pas de motivation? Comment je fais si, il y a le client, je lui pose une question, il ne répond pas, il y a un silence? Comment je fais pour, modéliser, rechercher et formaliser et faire exprimer mon client pour qu'il arrive à définir un objectif? Toutes ces questions, elles ont été déjà répondues bien avant que le coaching existe. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, par rapport à ma définition, le coaching, c'est quoi? C'est finalement le coach est un pédagogue, et les pédagogues, ils se sont posés des questions et ça ne date pas d'aujourd'hui. Certains d'ailleurs en formation, ce qui est bien, c'est qu'ils parlent de Socrate, et Socrate avait cette image de faire accoucher, l'intelligence de l'autre, faire accoucher les idées de l'autre, et d'ailleurs, beh, c'était un pédagogue finalement. Et aujourd'hui, la pédagogie, il y a une histoire de la pédagogie que vous pouvez retrouver sur le site de Philippe Mérieux. Il vous retrace les grands noms de la pédagogie, leur façon de voir, leur vision, et aussi comment ça a évolué au cours du temps. Certaines visions ont été dépassées, ont été améliorées, ont rajouté, bah, pourquoi? Grâce à ce début, sont partis de ça et ont permis de faire avancer, avancer, et aujourd'hui, nous avons des non pas des outils, des choses toutes faites, non, mais nous avons des points de vigilance à avoir. Nous avons des choses que les autres ont remarquées et qui sont intéressants à penser quand nous accompagnons. Par exemple, il y a une question formidable de Philippe Mérieux. Comment rendre Moi, je l'ai adapté, j'ai fait un transfert, j'ai adapté cette question dans mon domaine. Lui, il le parle dans l'école. Mais comment faire en sorte que le coaching soit réellement, hem, émancipatrice? Comment faire un coaching émancipateur et qui émancipe vraiment? Quelles sont les conditions pour que le coaching soit émancipatrice ou émancipateur plutôt? Eh bien, vous voyez, cette question, elle est au cœur de ma recherche. Il n'y a pas de réponse toute faite. Et c'est ça, vous allez voir, si vous questionnez un chercheur, il va souvent vous donner un cadre précis, un contexte précis, avec des variables, pap, pap, des paramètres, tac, tac, extrêmement précises, des paramètres qu'il ne sait pas. Il vous le précise. Ici, ça, je ne sais pas, ça rentre en jeu, mais je ne sais pas. Et ensuite, il vous dit qu'est-ce qu'il a observé, qu'est-ce qu'il a regardé. Il va vous expliquer quelle méthodologie il a appliquée pour pouvoir créer une expérience qui soit reproductible, qui soit testée par d'autres. Et il y a des échanges qui se font, un dialogue. Et là, petit à petit, on avance, on tâtonne, on réfléchit, on ne sait pas trop, il y a une incertitude, mais petit à petit, on avance. Et c'est exactement ce que j'ai fait avec le coaching. Qu'est-ce qui a changé ma vision du coaching? C'est quand j'ai écouté Philippe Mérieux me parler de l'école. Mais c'était pas anodin, parce que tout d'abord, avec, Stanislas Dehaene et Serge Boimard, j'ai eu un apport qui m'a transformé. Je ne voyais pas les choses de cette manière. Les 2 apports, c'est quelles sont les contraintes de l'apprentissage et quels sont les piliers de l'apprentissage. Les contraintes, je les ai appris avec Serge Boimard, les piliers avec Stanislas Dehaene. Quand on couple ces informations entre elles, on arrive nous-mêmes, moi-même, je me fais ma propre hypothèse. Chacun le fait d'ailleurs. Et quand on arrive à cela, on percute, il y a quelque chose qui percute et on se dit, OK, une des premières étapes dans l'apprentissage, c'est de reconnaître ses insuffisances. C'est la première contrainte. On va dire, c'est une règle assez connue. Si vous ne reconnaissez pas que vous êtes incompétent ou vous êtes insuffisant dans tel ou tel domaine, alors, à quoi bon s'améliorer si vous ne savez pas quoi améliorer, vous ne savez même pas où partir pour vous améliorer? Ça n'a pas de sens. Il faut reconnaître que vous ne savez pas ou que vous n'êtes pas suffisamment compétent dans ce domaine. Et là, c'est très, très important. C'est une première étape de l'apprentissage.
Et ensuite, eh bien, je me suis aperçu, d'ailleurs, je le répète souvent sur cette chaîne, je me considère comme un illettré qui est en train de s'émanciper de cette identité, de cette étiquette et les progrès sont fulgurants. Moi-même, je suis content, d'où je viens, d'où je pars, les traces de mails, les écrits d'avant sont tous les écrits restent. J'ai eu de la chance d'écrire quelques mails et pouvoir comparer avec aujourd'hui quand j'écris des mails. Eh bien, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, ça n'a vraiment rien à voir et c'est incroyable le progrès, c'est incroyable et ça fait plaisir. Je suis tellement heureux de ce progrès, de cette c'est une forme de satisfaction personnelle, de se dire que j'ai progressé. Je ne suis pas devenu le plus grand romancier, le plus grand écrivain de la terre, pas encore, qui sait? Mais au moins, j'ai franchi des étapes et quand je regarde en arrière, c'est exactement ça le coaching. Quand je regarde en arrière, je me dis: «Ah, je ne savais pas que j'étais capable de produire certains textes, de même de produire une définition du coaching qui soit plus ou moins, heu scientifiquement intéressante, c'est-à-dire, sourcée, bien définie, claire, précise, avec justesse». C'est quand même quelque chose dont j'en suis fier et même très, très fier. Parce que, et d'ailleurs, aujourd'hui, je me rends compte que j'ai fait une recherche scientifique, un processus de recherche scientifique dont je n'avais pas forcément eu conscience quand je le faisais. J'étais juste dans la curiosité, dans la recherche, d'essayer de comprendre pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que le coaching? Pourquoi? Quelle est la véritable essence du coaching? Et quand j'ai écouté, bien sûr, on va écouter les coachs, les reconnus, les coachs, qui sont dans la place, dans le milieu, qui ont écrit des livres, des ouvrages, qui en parlent. Et bien, quand je les écoutais, j'étais là, j'étais perplexe, déçu, navré, triste. Je dis: «Mais c'est quoi ça? Ça veut dire quoi? C'est quoi?» Ils disent rien, ils disent quoi là? Ils ont pas compris, ils n'ont pas compris ou ce qu'ils ont compris n'est pas à la hauteur de ce que moi je recherche, ne correspond pas à mon exigence. Finalement, avec mes recherches, je vous le dis tout de suite, je suis, quelqu'un de très exigeant finalement, et dans le domaine de cette recherche de coaching, j'étais très exigeant, notamment pourquoi? Parce que ça a un impact réel, sur la vie des gens. La première personne, c'est moi, mais aussi avec les personnes qu'on accompagne. J'ai vécu des expériences qui m'ont permis tout de suite de comprendre que face à nous, on ne peut savoir jamais, au grand jamais, ce que vit la personne en face, ni ce qu'elle a vécu. Et cela, c'est une leçon de la vie qui m'a marqué et qui me permet aujourd'hui de prendre soin de la relation, de prendre soin de l'autre. Pourquoi? Surtout vous le verrez d'ailleurs dans mes échanges sur, ces formes de coaching qui est une forme de coaching, des bric-à-brac au fil de l'idée, et que je prends soin de faire attention à ce que je dis, quand je le dis et pourquoi je le dis. Parce que on ne sait jamais ce qui se peut se passer et le but n'est pas d'abîmer l'autre, le but n'est pas de le réparer non plus. Le but est de dialoguer, le but est de le faire réfléchir, le faire prendre conscience de certaines choses et de le remettre dans un processus, dans une dynamique de recherche et de questionnement. Et et cela, on prend des risques en tant que coach et quand tout de suite, moi, en faisant cette formation, j'avais déjà conscience de cela, qu'il y a un risque qui est pris et c'est d'ailleurs cela la réelle différence entre un psychologue et un coach, c'est la gestion des risques. Je rajouterais même qu'un psychologue peut faire ce qu'un coach fait, mais qu'un coach ne peut pas faire forcément ce qu'un psy fait. Parce que le psy, il a été formé sur certains contextes, sur certaines méthodologies qui prend en charge certaines situations complexes, notamment sur, la gestion, de l'effondrement, du burn-out. Il a des outils à sa disposition dont il a appris, il a été en formation, il a dû sûrement eu des stages de perfectionnement et cetera. Des apports cliniques qui lui permettent de pouvoir cadrer, de pouvoir mettre en œuvre quelque chose qui garantit et aussi de plus, si jamais il y a des actions qui apparaissent, des comportements, suspicieux, il va pouvoir les déterminer, les repérer et y apporter une solution adaptée, adéquat. Parce que forcément il s'est formé, il a appris, il a travaillé. Il a des outils pour.
Moi, en tant que professionnel de l'accompagnement, nous sommes tous les 2, nous accompagnons des êtres humains, des personnes viennent nous voir. Hem, Ici, la personne ne va pas se poser la question, c'est un psy, c'est un coach, il n'est pas là pour ça. La personne vient, il a un problème ou bien il veut atteindre un but. Il va parler de son passé, de son futur, de son présent. C'est au coach de prendre ses dispositions, d'avoir cette lucidité, ce professionnalisme, cette déontologie, de se protéger, de se mettre en sécurité lui et son client pour justement éviter des dérapages qui peuvent se passer et dans le cas où ça se passe, de prévenir et d'être un minimum attentif aux éléments pour pouvoir être garant et garantir une forme de sécurité pour soi et pour l'autre. Et reconnaître ses insuffisances est très important dans ces situations parce que dès le moment où vous ne savez pas définir le coaching, c'est là où vous allez avoir des petits problématiques dans votre pratique parce que, vous risquez de prendre des risques dont le coaching n'assure pas la sécurité et c'est là où c'est important d'avoir une bonne définition. Ces tips, un jour, je ferai un livre pour aider les coachs, novices et les coachs experts, parce que malgré qu'ils soient experts, heu, j'en ai rencontré plusieurs et malheureusement, beaucoup ne savent pas définir le coaching et leurs définitions sont, pour pas dire, pas suffisamment précis, justes et ne permet pas de discriminer ce qu'est le coaching par rapport à d'autres pratiques qui existent. Et bon, voilà ce qui est dit. D'ailleurs, si vous êtes psychologue, vous passez par là, venez discuter, je serais intéressé d'avoir votre vision, heu et d'en débattre sur, quelle est la différence entre un psy et un coach? L'appel est ouvert, le message est lancé. Si vous en connaissez un, taguez-le et on verra ce qui peut être fait. Il est 18h57. Hop. Alors, Je vais, je vais aller rapidement et conclure. Alors, finalement, comme je vous ai dit, j'ai travaillé l'objet, mes méthodologies, mes sources ont été divulguées. J'ai un objet qui est aujourd'hui sur mon site internet, qui est la définition. Et maintenant, cette définition, qu'est-ce qu'elle me l'a permis? Qu'est-ce qu'elle a ouvert comme porte? Eh bien, elle m'a permis de créer des services, de prendre conscience de ce que je fais, de la limite de ce que je fais, et aussi de la plus-value de ce que je fais. Où est-ce que j'interviens et pourquoi je suis bon à intervenir ici? Et cela, ça change tout. Ça me permet, moi, d'avoir une certaine forme de sécurité, de garantir un espace où je me sens en sécurité et l'autre se sent en sécurité. Parce qu'on saura tous les 2 que vous avez affaire à un professionnel qui sait de quoi il parle et de quoi il fait. Et ça, c'est très important dans la relation avec, le client. Et oui, il y a aussi une différence clé. Bah, il y a plusieurs différences entre un psy et un coach. Une autre est, je la passe là, je vous la délivre. C'est nous, en tant que professionnels de l'accompagnement, coaching, nous sommes une entreprise, nous avons un but financier lucratif. Nous sommes une entreprise, du coup, nous sommes sur le libre nous avons des clients et qui dit avoir des clients, dit automatiquement avoir une forme de plaire au client, satisfaire le client et ça dénote complètement de la logique d'un psychologue qui finalement, il est dans le soin. Il n'a pas de clients lui, il a des patients et cette logique nous différencie grandement et ça change tout, ça change vraiment tout. Eh bien, voilà, aujourd'hui les ouvertures sont, potentiellement, je suis en train de travailler, je vous annonce, je suis en train de travailler pour créer une vidéo, pour expliquer ma démarche, expliquer comment je suis arrivé à définir le coaching, pourquoi, comment je me suis pris, quelles sont mes sources, heu et ensuite pouvoir, la partager, dans la vision plus tard, j'aimerais faire des groupes de travail avec les professionnels pour pouvoir les accompagner, les apporter une vision différente de l'accompagnement et de leurs pratiques, à les aider à analyser leurs pratiques pour pouvoir
y mettre des mots d'abord, s'exprimer, mais aussi développer leur propre méthodologie, leur propre façon de faire. Parce que je crois que, on sous-estime souvent tout le savoir accumulé par les personnes, ce savoir encyclopédique et ou même on pourrait même rajouter ce savoir tacite qu'on il y a même l'idée qu'on peut savoir beaucoup plus de choses qu'on ne peut le dire. Et là, vous avez les travaux de Michael Polanyi sur le savoir tacite et vous avez le savoir encyclopédique qui a été développé dans les sciences de l'éducation. Vous pouvez retrouver les sources rapidement et qui permettent de se dire que finalement, parfois, la méthodologie n'est pas ailleurs, mais elle doit être créée en fonction de vous parce que des fois, les méthodologies sont assez généralistes. Vous pouvez vous nourrir de ces méthodologies, mais en aucun cas elles sont efficaces à 100%. Alors, il faut utiliser vos règles à vous et il faut savoir les définir. Je vous recommande d'ailleurs une vidéo sur la vente, «Pourquoi vendre est si difficile?» d'où je partage certaines de mes découvertes et une autre bonne nouvelle, c'est que je suis actuellement en train de me perfectionner, en train de travailler sur mon écriture pour pouvoir sortir des vidéos plus professionnelles, plus de meilleure qualité, avec un professionnalisme. Et mon objectif est simple et j'aurai besoin de votre aide également si vous avez des retours. Mon objectif est d'arriver dans les 1000 abonnés dans les mois qui viennent pour pouvoir, commencer à, étendre, ma parole et à pouvoir inviter de plus en plus de personnes et d'accompagner des personnes à prendre la parole sur une chaîne. D'ailleurs, je vous invite, si vous avez envie vous aussi, de vous mettre, de prendre la parole en public, de vous faire accompagner dans un cadre qui le permet et qui vous permet justement de dire des choses qui vont vous valoriser, vous faire progresser et vous amener à devenir, une personne qui se dépasse, qui se transforme et qui est satisfait et fier d'elle à la fin du live. Prenons contact ensemble. Mes services sont en description et nous pouvons commencer dès à présent par une séance bilan, que vous pouvez, me contacter rapidement pour, booker une séance. Tout se passe en visio et si vous avez des questions sur comment je travaille, qu'est-ce que je fais, comment je le fais, vous avez mon site internet oceandecoach.fr et vous avez un ensemble de vidéos qui sont des formes de coaching, qui sont en live et dont vous pouvez, heu, assez rapidement vous faire une idée de la manière dont je travaille et de comment je m'y prends. Sur ce, je vous remercie d'avoir été présent, d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un nouveau live de Bric à Brac. Bah, le prochain, ça sera avec Mélanie demain à 15 heures et avec moi, on se retrouve le mardi 19 mai à 16 heures avec le grand et le formidable Philippe Mérieux. Je vous souhaite une très belle soirée et un très beau week-end à vous. À très bientôt.